Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. ورانا ليهانا بجوج أمامنا بجوج أمامنا رئيس الفقراء يعود بنا إلى الورى دمر الأذرية سجن الأبرية بالشوي قتل الفقراء وهو أعمى لا يرى. Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'écouter un extrait du morceau Raïs El Boukhara, président des pauvres, du groupe de rap mauritanien Eolad Le Blad, les enfants du pays, fondé il y a une quinzaine d'années à Nouakchott. Nous avons choisi de démarrer ce nouvel épisode de l'allumeur de Réverbère, dédié au hip-hop mauritanien, par ce groupe, parce qu'il est assez emblématique d'un style musical indéniablement populaire, au moins auprès de la jeunesse, contestataire, qui appelle continuellement à l'unité nationale et à la fin du système tribal, mais qui ose en même temps faire front devant un régime militaire et corrompu, sans faire dans la demi-mesure. Les membres de ce groupe ont d'ailleurs été en exil plusieurs années entre le Sénégal, le Canada et la France, ce qui atteste en fait de la force et de l'impact dont dispose aujourd'hui la culture du hip-hop et notamment le rap en Mauritanie, grand pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, généralement plus connu pour ses dunes de sable et ses traditionnels 3 verres de thé. Pour nous éclairer sur les réalités de ce qu'est le rap en République islamique de Mauritanie, nous allons commencer par nous rendre à Arafat, une commune périphérique de Nouakchott où, le 29 janvier 2020, nous avons rencontré Alassane Thiam, ancien rappeur, aujourd'hui producteur à la Maison des Cultures Urbaines, qu'il a cofondé. Nous vous laissons avec lui pour quelques premiers éléments de compréhension. Très bonne écoute. بالك تقدم استقالتك ناس ما يدوروا تاع حكومتك صفاكتك ما فيكم اللي عنده حنون معدلين جولة يشرحوا كلامك الخاسر يصحوا يكذبوا ينافقوا يمدحوا. Salut Alassane, ça va? Salut Georges, ça va? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Là, on est à la MCU, la Maison des Cultures Urbaines. C'est la maison où se retrouvent presque tous les jeunes artistes du quartier Arafat et puis d'autres jeunes aussi des autres quartiers. Ok. Qu'est-ce que les jeunes viennent faire ici? Ici, c'est là où on vient chercher quelque chose et on y laisse quelque chose. Donc, vous venez chez nous, vous apportez ce que vous connaissez et nous, vous nous le passez et nous, le peu qu'on connaît, on le partage avec vous. Donc, c'est gagnant-gagnant. Là, on est dans un studio d'enregistrement. Vous faites des formations aussi avec les jeunes, oui, jeunes rappeurs? Ouais, on en fait beaucoup. On fait des formations sur les techniques d'écriture, les techniques de pose aussi, le fond, la forme, des formations sur les MAO, musique assistée par ordinateur, et de temps en temps aussi, on montre un peu comment on fait les vidéoclips, comment utiliser un appareil, un réflexe, comment faire des montages, même parfois avec des smartphones. Votre asso, le projet, ça existe depuis quand? Vous avez lancé ça comment? 2011. On a commencé à faire ça en 2011. 2011, c'est parti d'un petit rien du tout parce que je savais faire 2 ou 3 choses où les jeunes venaient m'encombrer un peu dans la chambre, essayer de nous expliquer comment tu peux faire ça, comment tu peux faire ça. Et on a décidé de mettre en place un projet où on aura un peu plus d'espace, où on aura plus de jeunes aussi et plus de partage. Toi-même, t'es ancien rappeur? Oui. Comment tu t'es lancé dans le rap? Comment ça a commencé pour toi en fait? De manière un peu surprenante, comme on dit chez nous, Poutine de Guirec, Bambine de Vienne. Dans le quartier, les gens adoraient le hip-hop. Les gens adoraient vraiment le hip-hop. J'avais des potes qui faisaient le hip-hop, et ben chaque fois, boum, 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 boum. Et moi aussi, j'essayais de suivre un peu le rythme. J'étais un très grand fan de Tupac. Donc je reprenais les textes de Tupac. Les gens, ils aimaient ma façon de poser, parce que je posais déjà super bien, même si c'était pas mes textes. Ils m'ont dit, écoute, pourquoi tu gratterais pas 1 ou 2 choses? On va essayer de voir. Et j'ai écrit, bon, j'ai pas voulu aller en studio tout de suite. J'ai passé ça à un ami qui a chanté, c'était extraordinaire. Et une fois, ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, sur ce coup-là, on a besoin que, comme tu as un gros flow, on voudrait que tu prennes le refrain avec nous. Ben, j'ai décidé de les accompagner au studio. J'ai trouvé ça cool. Ça, c'était quand? Ça, c'était en 2000. Toi, t'avais quel âge à peu près à l'époque? Bon, je devais avoir un peu moins de 15 ans. Quand tu dis le quartier, c'était déjà Arafat à ce moment-là? Ouais, c'était ici à Arafat. Bon, Arafat, c'est divisé en secteurs, on peut dire Arafat secteur 4. C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle du rap à Nouakchott, les gens pensent plus vite au 5e, 6e. Arafat, ça a l'air hyper vivant aussi quand on parle. Oui,
En fait, bon, c'est peut-être une façon de dire les choses, mais honnêtement, si vous voulez parler hip-hop en Mauritanie, il faut forcément parler d'Arafat. Même quand vous êtes un très grand artiste dans notre quartier, si vous ne jouez pas à Arafat, vous n'êtes pas complet. Donc les grands artistes aussi, et justement, tous les grands artistes mauritaniens sont d'Arafat. Je peux vous citer Waraba, Altero, plein de bons gars qui ont révolutionné le rap en Mauritanie. Les gens qui viennent ici dans le studio pour enregistrer ou pour suivre des formations, c'est des gens du quartier ou ils viennent d'ailleurs? Disons un peu plus de 50%, c'est les gens du quartier, mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Il y a des filles qui viennent aussi? Oui, on enregistre pas mal. Ces derniers temps, on en enregistre quand même un bon nombre. Peut-être un peu plus difficile pour elles de rentrer dans le monde du rap ou pas particulièrement? Bon, à la base, c'était un... Parce qu'on voit quand même une proportion de mecs qui est vachement plus importante, mais pourtant il y a des filles qui écoutent du rap. Bon, le hip-hop, le rap, c'est un milieu très macho. Ça, il ne faut pas se voiler la face, il faut savoir le reconnaître. Mais il y a quelques pépites quand même, il y a quelques filles qui osent. Et honnêtement, c'est pas comme à notre époque où les gens se bousculaient à gauche, à droite. Là maintenant, les gens ont compris un peu qu'il faut se structurer. Donc quand une fille vient dans un studio, on voit, bon, ok, on essaie de décortiquer ce qu'elle sait faire. Est-ce que le flow est bon? Est-ce que la technique est bonne? Et on essaie d'améliorer un peu, on encadre, on essaie de faire comprendre à la fille, voilà. Mais on lui dit quand même vraiment le fond des choses, quoi. On lui dit, écoute, c'est un truc où il faut vraiment s'imposer. Est-ce que tu es prête? Très souvent, elle dit, je suis prête, mais il y en a au bout du chemin qui lâchent, mais il y en a quand même qui persistent jusqu'à là et ça donne quand même quelque chose. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'entretien, tu disais le rap en Mauritanie, ça a démarré en 87. Ouais, avec de la danse. La danse hip-hop. Tu peux nous expliquer un peu comment ça a évolué? Oui, avec la danse hip-hop en 87 jusqu'en 90, 91 où on a écouté les premiers trucs sur scène. À ce moment-là, c'était plutôt inspiré des États-Unis ou quoi? Ouais, tout venait des États-Unis. Okay. L'habillement, même les instrumentales, la musique, on dansait sur du MC Hammer à l'époque, c'était du funky. Ouais. Voilà, c'est un peu du funky. On a grandi avec donc 91, les premiers sons joués sur live avec Ernesto DJ. Le titre c'était à l'époque Fugajai. Après, il y a eu les Black Rebels qui avaient un son qui était cool. J'aime pas la guerre, j'aime pas les militaires. Et ainsi de suite, pour parler de Dynamic, qui était très bon, qui a fait un concours ici, qui l'a gagné, qui s'est retrouvé aux États-Unis, qui vit actuellement en Belgique. Et les grands frères comme Laibi, DJ Overdose. Quand toi, tu as commencé à faire du rap début des années 2000, les gens, ils allaient enregistrer où à ce moment-là? Quand j'ai commencé, il n'y avait que 3 studios. Disons, qui ressemblait plus ou moins à un studio. Afrimedia qui était très cher. Il y avait le 994 de Tom Bass, l'ancien technicien de son du CCF. À l'époque, c'était CCF, c'est pas l'IFM. Non, c'était dans un appartement vers Tevrazene. Okay. Donc, le numéro de la porte, c'était 994, c'est 994. Donc, comme à la porte, on a pris le numéro de la porte, on lui a donné le nom du studio. C'était les premiers enregistrements numériques sur CD. Donc, vous payez 2500 pour l'enregistrement. Et c'était 500 ouguiés pour qu'on vous fasse la gravure sur un disque. Et il y avait Mamou. Mamou, c'est un Malien. Il était au 5e. À l'époque, on faisait des enregistrements sur des cassettes, les petites cassettes là. Ouais, les cassettes. Ouais, les cassettes. Et l'enregistrement, c'est pas comme maintenant où vous pouvez faire du drop. À l'époque, il fallait faire du one shot. Voilà, vous posez votre intro, votre couplet, votre refrain. Voilà, quand vous ratez, il faut reprendre à zéro. J'ai eu la chance d'enregistrer un peu dans ce style-là. C'est pour ça, des fois, je critique un peu les boys, même s'ils font des choses extraordinaires. Je disais à l'époque, quand tu venais, il fallait venir complet, il n'y a pas de feuille, il n'y a rien du tout, il faut envoyer. Et puis, puis ici, au contraire, maintenant, tu peux même arranger ta voix, il y a vraiment plein de recours. Maintenant c'est cool. Maintenant, tout seul dans le studio, j'ai besoin de l'aide de personne. Je vais là-bas, je me record, je prends mon temps doucement, je viens devant le micro, je mets le casque, j'enregistre même dans un désordre total. Après, je fais un arrangement, je viens sur le petit séquenceur là, Cubase ou Reason ou n'importe lequel, je fais le découpage et je mets le tout sur le temps. Aujourd'hui, du coup, tu as beaucoup plus de studios, j'imagine? Oui, et beaucoup de mini-studios. Il y en a même qui n'ont pas besoin d'aller au studio, ils les ont dans leur chambre. Il y a le savoir-faire aussi derrière pour le matériel? Oui, il y a le savoir-faire, il y a le matériel. Bon, même si c'est pas pro, c'est très rare de trouver dans un studio un ingénieur son qui vous dit « Ok, je fais le beat, je fais l'enregistrement, l'arrangement. » C'est toujours, le beat est fait de l'autre côté par un autre qui est fan de la composition, qui pose quelques trucs. Tu récupères, tu reviens par là, on te fait un petit arrangement. Tu viens au studio déjà très souvent avec l'instrumental complet. L'association et puis vous, votre groupe, en plus d'avoir mis en place ce studio d'enregistrement, des formations, une solidarité du coup aussi entre artistes. Vous faites la promotion du hip-hop comme style et du rap. Comment c'est perçu ici le rap, dans la société de manière générale?
Bon, ici, quand un parent entend que son fils fait du rap, tout de suite, mon fils est devenu un raté. Ah, c'est un raté, c'est même pas juste un bandit, c'est vraiment un raté. Voilà, c'est un raté, c'est psychologique, c'est comme ça que ça se passe. J'irai pas plus loin, je vais prendre un exemple sur moi-même. Parce qu'à l'époque, quand je commençais, je m'étais mis des locks et tout ça là. Et il y a des mamans qui disaient, oh lui, il faut pas qu'il vienne chez moi, hein, il va influencer mes enfants. Bizarrement, ce sont ces enfants avec qui j'ai fait le bac et j'ai eu le bac, je les ai laissés encore, ils sont là-bas en train de chercher le bac. Vous voyez? Ouais. Donc c'est perçu comme ça. Moi j'ai eu de la chance, mon père il me disait, écoute, si tu veux, fais du rap, fais du chant, casse la maison, casse la voiture, mais tu vas aller à l'école. C'était ça. Donc du coup, tant que je ramenais des bonnes notes, j'avais le droit de faire du rap. Mais le rap est très 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 mal perçu ici, malgré que c'est le seul truc qui arrive à réunir toutes les composantes ethniques du pays. Vous voyez la force. Un public qui est transcommunautaire. Voilà, c'est un truc où vous venez dans un concert de rap, il y a tout le monde. Comment t'expliques qu'il a une si mauvaise image chez les seniors? Puisque justement, en fait, même moi, je t'ai déjà entendu avoir un message qui est plutôt responsable, tu vois, entre guillemets, genre que vous incitez quand même les jeunes qui viennent chez vous à continuer d'étudier. Un peu plus de 80%, même 90% des artistes rappeurs mauritaniens ne sont pas allés loin dans leurs études. Et ils étaient bons, ils étaient mieux que nous. Et tout de suite, on les a rattrapés et on les a laissés derrière. Nous, on a compris que pour être bon, il faut aller à l'école. Et en plus, quand vous commencez le rap, après, c'est des concerts très tard le soir, c'est des veillées avec des potes, c'est des délires où il faut écrire le texte, il faut mettre le cahier de leçons à côté. Après, on s'est dit, OK, voilà ce qu'on va faire. On donne des faveurs à celui qui ramène des bonnes notes à l'école. On a du matos, on a notre studio, on a notre savoir-faire. Tu veux faire du rap, on t'enregistre gratuitement, on te fait ta promo, seulement si tu ramènes des bonnes notes à l'école. Nous, on voulait leur prouver autre chose et on voulait prouver aussi aux parents autre chose, qu'on pouvait être bon en rap et bon à l'école. Les exemples ne finissent pas. Vous avez eu certainement croisé AMD. Bon, vous ne l'avez pas croisé, Big Hems, je peux vous citer des tonnes de personnes. Hierro Minente, vous les entendez parler, vous savez que ceux-là, c'est difficile, mais ils sont passés par les bancs. Et c'est grâce aux bancs qui sont à ce niveau-là aussi. Oui. Donc on a besoin d'expliquer ça aux enfants pour qu'ils restent à l'école. Et c'est important d'aller à l'école pour faire du bon rap. L'image que le rap a ici, tu penses que ça gêne la créativité ou le développement musical, de la production? Il y a une balance, il y a quelque chose. Je ne donnerai pas de nom, je ne le nommerai pas parce que ça n'a pas de nom. Il y a deux styles. Il y a ce que nous faisons, ce qu'on appelle le hip-hop, qui est un mouvement nouveau, qui vient d'ailleurs et tout ça là, mais qui arrive quand même à mélanger un peu tout le monde. Et il y a la musique mauritanienne, ce qu'on appelle, c'est géré par les griots. La musique gérée par les griots, ça, on ne dit pas que c'est un problème. C'est la tradition, il faut conserver, il faut faire des choses. Mais le ministère de la Culture ne connaît que cela. Et c'est un gros problème chez nous. Ne serait-ce si jamais ils décident de partager le budget, de toutes les façons, le budget n'est pas partagé. Si jamais ils décident de partager le budget, ils vont nous dire, OK, par tête. Moi, je suis un artiste rappeur. Mon fils n'est pas forcément rappeur. Mais quand l'autre, il est griot. Mais son fils est griot. Il est forcément griot. C'est deux poids, deux mesures. Mais le rap, il questionne le système social un peu. Parce qu'en fait, c'est le système social qui est derrière ce truc-là. C'est-à-dire le système de caste, le fait qu'il y a des familles qui ne veulent pas avoir un enfant artiste, musicien ou artiste en général. Du coup, le rap, il vient un peu bousculer tout ça. Bon, le rap, c'est vrai qu'il a réussi quand même. Maintenant, nos parents, ils aiment ce que nous faisons. Mais il y a de cela 10 ans, sérieux, ne faites pas du rap, hein. Hasardez-vous juste à chanter. On vous dit, oh, lui, il est devenu un raté, hein. C'est pas bon. Ah, ton fils, il chante. Mais c'est ce qui se disait ici. Ah non, son fils, il chante. Et puis, c'est un débat dans le quartier. Vous passez à côté, on dit, ouais, lui, c'est Alassane Thiam, c'est le fils de tel là. Ah, mais c'est un voyou, c'est un chanteur. Il savait même pas que je partais à l'école. Hein. C'est quand il y a eu les résultats de baccalauréat, qui a eu le baccalauréat. Dans tout le quartier, il n'y a qu'Alassane Thiam. Oh, bah, si c'est Alassane Thiam, donc je vous dis honnêtement, ils disent que si c'est Alassane Thiam, c'est une chance. Vous voyez, donc c'est stigmatisant. Il y a longtemps, tu me disais, en fait, vous avez réussi aussi à faire passer le rap comme style en parlant de trucs un peu constructifs comme l'unité nationale. Le rap, pour toi, ça peut avoir un rôle un peu de calmer un peu les tensions ou de remettre un peu les gens ensemble? Ici, en Mauritanie, ils peuvent soigner les mots qu'avec le rap. Je vous le dis directement. Vous voulez régler un problème, vous faites du rap. Je vous dis, vous voulez parler du sida, il faut amener des rappeurs. Vous voulez parler de la santé maternelle, pendant votre truc, il faut faire du rap. Vous voulez faire la promo d'un produit, vous amenez les rappeurs. Vous amenez quelqu'un d'autre, ça passe pas. Vous voulez faire un grand spectacle ou même un meeting politique, vous voulez ramener des gens dans un meeting politique, il faut ramener des rappeurs, sinon c'est mort. Donc vous voyez, ici vous... Oui, d'ailleurs, le seul moment où on voit que les politiciens s'intéressent aux rappeurs, c'est pendant les campagnes. En fait. Ah oui, ils essaient de nous soudoyer, mais aussi nous aussi, il y a des factures à payer. Je comprends ce qui passe par là-bas. Ouais, mais il y en a qui disent, the real recognize the real.
That's true, mais c'est pas, faut aussi comprendre, c'est un père de famille, il a fait son temps, et puis je le condamne pas, même si il y a des débats autour de tout ça là, mais il faut aussi savoir payer, il faut savoir aussi. Ouais, il faut manger. Au ministère de la Culture, un vieux nous a dit, écoutez, moi ça fait 25 ans que je suis là, je peux travailler avec vous. On lui a dit, comment? Venez dans mon bureau, regarde ton bureau c'est ton bureau, non, on ne peut pas aller dans ton bureau. Non. Il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, ouais, je vous dis honnêtement les choses, parce que je suis tout le temps là, on vient voir une ministre là, hindoue, elle nous a dit, ok, vous le rap et les griots, c'est 2 registres. Ok, c'est 2 registres, lesquels il faut copier. On va essayer d'aller étape par étape. Ça fait quand même 7 ans. On attend parce que non, l'artiste mauritanien n'a pas de statut. J'ai voulu qu'on mette artiste sur mon passeport, ils ont refusé. Mon passeport, ils ont mis un tiré. Métier, ils veulent pas le mettre. Ils ont mis un tiré. Moi, il faut vous photographier ça, je vous l'envoie. Quand vous dites que vous êtes artiste, mais c'est grave. On vous attrape avec les gens, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais je suis artiste. Ah bon, c'est toi qu'on cherche, viens. Alors qu'un artiste, ça devait avoir une autre image. Tu vois si la perception du rap elle est différente, genre au Maroc, au Sénégal, tu vois, dans les pays voisins, ça change un peu ou pas? Au Sénégal, c'est autre chose. Au Sénégal, j'aime bien. Au Sénégal, ils ont défoncé des murs, ils ont passé un cap. C'est vraiment extraordinaire. Au Maroc, c'est encore mieux, même s'ils ne sont pas nombreux. On entend beaucoup parler de... Ils sont respectés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des boulevards, les anciens abattoirs. Vous voyez ce qu'ils en font. C'est un truc cool. Il y a un très grand festival en rapport avec ça. Mais nous, ici... Mais ils les ont réaménagés, non? C'est pas ça? Oui. Au Sénégal, il y a la maison de culture de Guédiawaye qui est cool. La mairie de Dakar. Il y a vraiment des espaces aménagés. Oui, il y a la mairie de Dakar qui soutient. Nous, on va à notre mairie, on veut une recommandation. Ah ouais, chez nous, vous faites quoi? Chut Adrou, on fait du rap. Une fois, pendant les enregistrements, ils ont voulu faire l'AMM, l'Association des musiciens de Mauritanie. On est parti pour s'enregistrer. Ils disent, vous faites quoi? Je dis, je fais du rap. Ils me disent, rap, moi, oui. Rap ne fait pas partie. Ouais. Et sérieusement, on doit être à plus de 40 albums. Dans les 44 ou 45 albums, 42 sont du rap. Nous, on fait rentrer plus d'argent et on nous dit qu'on ne fait pas partie. C'est nous qui louons les maisons des jeunes. C'est nous qui coupons les autorisations, là, le service payé. Bon, nous payons l'électricité, la sonorisation. Quand c'est un autre qui fait un concert qui n'est pas rappeur, tout est gratuit. L'argent que nous, on a payé pour ça, ils prennent ça, ils donnent ça à d'autres imbéciles qui ne savent même pas faire la moitié de ce que nous savons faire. On regarde ça, on dit non, on ne peut pas changer, Ils nous disent non, il faut essayer de faire les choses bien. Mais on fait les choses bien. Tu vois, on est dans notre studio. Par exemple, Maître tout à l'heure, il a composé un son, il a fait son enregistrement, il a fait son mix. J'ai aimé. Ramenez un autre artiste mauritanien. Vous le laissez seul dans le studio, il va dormir. Il ne plaquera pas ses accords lui-même. Il ne pourra pas faire son enregistrement. Il n'y a que les artistes rappeurs qui savent le faire. Et quand ils veulent faire un morceau de musique, ils ne peuvent pas le faire tout seul. Il faut un artiste rappeur. S'il n'y a pas un hip-hopper dans l'équipe, le travail ne se fera pas. Ça, croyez ce que moi je dis. Vous avez du mal à avoir des autorisations pour les concerts? Grave. Parfois même jusqu'à la dernière minute. On galère, on a annulé plein de programmes à cause de ça. Et ça, en plus, ça a du monde qui vient, ça peut créer des tensions, en fait. Ouais, ça crée des tensions. Bon, à la Kouli Haline, les gens n'ont pas le même état d'esprit, les gens n'ont pas la même façon de comprendre les choses. Donc, dans un concert de rap, c'est toujours des conflits. Mais nous, on arrive à faire des concerts où il y a 0 conflit, où il n'y a pas un seul problème. Nous, ils nous donnent l'autorisation, mais pour la sécurité, c'est à eux de gérer. Ils mangent les impôts, c'est eux qui les bouffent. Donc, c'est le contribuable qui paye, qui n'a qu'à s'organiser pour qu'il y ait la sécurité. Côté dungalam mami te tundumbi rokko dumba hakke mum ha wanta galam mi dañana bajiri mi bipolam ana gandu rappa sada limta wabe hoto isolam no diram dangerous gardo yattinde lecune kiso sur la pelouse rapperi me yamba hulde ala kenna maya hayus gardo jida. Vous écoutez la musique Gayem du groupe de rap Minentay qui s'illustre régulièrement par son discours contestataire tourné contre les discriminations faites aux citoyens et aux communautés noires en Mauritanie et contre le régime militaire. Nous quittons le quartier d'Arafat à Nouakchott pour changer de pays et aller en France, à Saint-Denis en banlieue parisienne où nous avons rencontré Khan Limam Monza, une figure emblématique du hip-hop mauritanien. Artiste rappeur, producteur et opérateur culturel, il est notamment connu pour avoir lancé depuis 2008 le Assalam Alaikum Festival
festival qui s'est répété chaque année depuis et qui reste le plus gros festival de hip-hop en Mauritanie. Avec lui, nous sommes revenus sur le caractère intrinsèquement subversif du rap. Hip-hop non-stop, dans le rap, rime, trop de cons, trop de faux, dans le rap, rime, trop de scrocs, gros de faux, dans le rap, rime, c'est pas beau, c'est pas chaud, dans le rap, rime, rien de blanc et de faux, oh, no, chips the flow dans le show, oh, no, you the go dans les dos, pour les gars et les go, fermés dans les ghettos, privés du veto, on prend le micro, yo, charities, begin at l'homme, et le remède de l'homme, halam ka hitchi atom, hitchi chromosome, yara homme, un homme, suis un homme autonome. J'ai toujours répondu à cette question existe-t-il de la musique en Mauritanie, puisque c'est une république islamique. Je réponds souvent que si on enlève de la musique de la Mauritanie, il n'y a plus d'âme pour ce pays. Oui, il y a des rappeurs en Mauritanie. Il y a tellement de rappeurs que nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 groupes de rap. Okay. Pour une population de pas plus de 4 500 000 habitants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que toi-même t'es tombé dans la marmite du hip-hop et comment tout ça a un peu commencé pour toi? Alors, t'as commencé vers quel âge en fait à faire du rap toi-même? Ça va être un cliché hein, de toujours dire on a commencé par la danse et après on est devenu rappeur. Mais le plus lointain de mes souvenirs en fait, j'ai commencé à écrire des textes à partir de 8 ans. Et je pense que c'est ça qui a été le déclencheur aujourd'hui de la personne en tout cas que je suis, de l'artiste. En quelle langue tu écrivais? En français. À 8 ans, il y a un élément déclencheur, c'était les événements 89. Mon père s'est retrouvé en prison parce que s'est interposé justement à tous ces Mauritaniens qu'on essayait de renvoyer au Sénégal, etc. Le fait qu'on l'ait mis en prison, à la prison de Kaedi, à l'époque, je pense, fait émerger en moi un devoir de contestation. C'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 8 ans, et le premier texte que j'ai écrit, c'était « Rendez-moi mon père ». Et donc, ça a commencé là. J'écoutais, je regardais beaucoup, à l'époque, MCM, Africa et d'autres chaînes du câble, ou justement des groupes comme IAM, m'ont influencé. La première cassette de rap que j'ai écouté de ma vie, c'était une sorte de mixtape ou d'album d'IAM qui s'appelle Concept. Ensuite vient tous les autres de la planète Mars. Il y avait Positive Black Soul, l'album Salam. Voilà, c'était vraiment les deux albums de prédilection qui m'ont influencé. Dès l'âge de 13 ans, donc vers les années 93, 14 et commencé déjà à faire des freestyles au stade olympique de Nouakchott après des séances de basket. Et c'est comme ça justement que je me suis mis à rapper. Je me faisais appeler à l'époque El Galeriano parce qu'on galérait tous. Et que en 2000, quand je me suis remis en question en disant est-ce que c'est ce que je voulais faire réellement ou est-ce que je ne vais pas arrêter le rap pour aller continuer mes études parce que je venais d'avoir le bac. Je me suis tellement posé des questions que j'ai dit finalement le nom d'artiste que je prendrais ne serait plus un nom de personne mais de définir la musique que je fais. Et c'est là où j'ai dit ok, je vais faire la musique originale native de la zone Afrique. Okay. Et c'est ça Monza. Dès 2002 déjà, grâce à DJ Tiff, à l'époque au Palace où on faisait des matinées hip-hop grâce aux concerts sponsorisés par des entreprises dont je vais taire le nom quand même parce qu'à l'époque le rap était sponsorisé plus par des cigarettes qu'autre chose. Okay. C'est comme ça que généralement le rap mauritanien a pris de l'ampleur. Personnellement, au début j'ai profité de ces scènes-là mais je ne me reconnaissais pas en fait dans ça. Parce que c'était du playback, parce que voilà. Et moi, j'ai toujours refusé de faire du playback depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui.
En 2003, je fais la connaissance donc, de Thomas Legrand, un VI à l'époque qui était à Nouakchott, qui travaillait au Centre culturel français, avec qui nous avons monté un collectif, le 994 Crew. J'ai produit mon premier album Président de la rue publique, qui a été, je pense, le premier disque de rap mauritanien qui a été censuré en Mauritanie, du fait du titre, du fait aussi du contenu. Je suis passé de Président de la rue publique à l'album de mon groupe, La rue publique, en 2007. Et en 2008, on a sorti avec Kouliman Incontestablement, un album de 11 titres avec 3-4 featuring, dont un avec Noura Minseymali. Et c'est le premier featuring rap de Noura Minseymali. Noura, tu peux la présenter en quelques mots? Oui, Noura Minseymali, c'est une artiste griotte mauritanienne qui avait l'habitude de chanter dans les mariages à l'époque. Donc là, vous avez fait un mélange. Voilà, on s'est fait présenter et moi, je l'ai supplié, je me souviens à l'époque, de faire du rap, qu'elle trouvait vraiment pas être une musique qui lui parle. Cette expérience a permis aussi d'ouvrir des horizons pour cette artiste qui est aujourd'hui l'une des plus en vue de Mauritanie, en tout cas à l'international. Et en 2008, après Incontestablement, j'avais cette opportunité d'aller en France, de faire une résidence où je devais travailler sur un nouveau projet. Et finalement, j'ai demandé, moi, pour cette bourse, est-ce que je pourrais l'utiliser pour autre chose? Et c'est là que j'ai convaincu donc, à l'époque un programme du service de coopération et d'action culturelle d'ambassade de France de Mauritanie qui me soutenait pour cela, de créer le festival Assalamu Alaikum, une plateforme pour le rap mauritanien. Ça a été très dur de les convaincre vraiment. Moi, j'ai promis de remplir l'Institut français, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut français, à l'époque Centre culturel français. J'ai dit que ça marcherait, j'ai dit que au-delà du fait que ça marche, c'est d'abord une réponse à un besoin qui peut prendre d'autres formes, que ce soit frustration de la jeunesse, etc., parce qu'il n'y a rien pour elle. Grâce au festival, j'estimais que nous allions apporter une réponse à toutes ces problématiques, que ce soit pour les artistes qui ont un manque d'espace, de performance, que ce soit pour les jeunes qui avaient besoin justement, je dirais, d'un produit comme le festival Assalamu Alaikum, gratuit en plus, et donc ça a été accepté. Le festival s'est passé, première édition, 6 au 9 mai 2008, au Centre culturel français, pendant 3 jours, plus de 10 000 personnes. Avant les années 2000, dans les années 90, en fait, c'était quoi le rap en Mauritanie en fait? Alors, je dirais que c'est dans la décennie donc 90, vers 94, que ça a véritablement commencé. Mais dès 89 déjà, il y avait ce qui est devenu l'ancêtre du rap mauritanien, c'est-à-dire il y avait des soirées qui s'appelaient les Khumbal. C'était ouais, Khumbal, c'est l'ambiance. Okay. Tu vois, les gens se retrouvaient dans les espaces publics, comme en plein air comme ça. Les jeunes se retrouvaient, on mettait des piquets, on mettait des cordes, on met de la musique et déjà les gens dansaient, faisaient des concours de danse. Donc la danse a été le déclencheur du rap. Tous les précurseurs du rap mauritanien étaient d'abord des danseurs et à force de se mesurer les uns aux autres, quartier contre quartier et je dirais même au-delà, groupe contre groupe, certains ont eu envie de prendre la parole et c'est comme ça que le rap est exprimé par le rap. Voilà, ouais. Exactement. Ça se faisait beaucoup plus dans le 5e arrondissement. Okay. On l'appelait, les gens disaient, voilà, les Khumbal du 5. C'est les Khumbal qui ont donné naissance aux petites soirées, les koledera, quoi. Où après, dans les koledera, il y avait de l'espace maintenant pour les danseurs qui venaient danser. Il y avait des concours de danse, pas forcément du rap, mais des concours de rock. Beaucoup de concours de rock avant que le rap ne fasse son apparition. Le hypocrite, oh non non, monsieur le président, double cri, oh ya yo. Président, voilà c'est le hypocrite, oh non non, monsieur le président, double cri, oh ya yo. J'dis tout haut ce que tu penses très bas, là où tu ne mesures pas l'étendue des dégâts. La bille de mon stylo, elle mène de combat, là où tous les chars se cachent quand le rat est là. Dans les maisons,
dans les salons. On sent la pression devant la télévision. Toute la nation en division. On sent l'agression, catégorisation. L'esclavage évolue avec les saisons. L'état, la masse, mec, pas au même diapason. Ils portent tous en masse de pantins, de poltrons. Jouent avec leurs pions, se rincent avec des glaçons. Le pouvoir franc-maçon, cela ne se dit pas. Pour boire des grands maçons, vagabonds des villas. Le mouton de la prairie de la République ne vit pas. La politique promet sans arrêt, mec, ne suit pas. Président, what I say, le people crie, oh no no. Moi, je dirais que le rap mauritanien a grandi. Il y a eu 3 étapes. Il y a une étape prémonitoire qui a germé dans la contestation, parce que les gens ont d'abord ruminé la contestation avant de l'exprimer. Ils l'ont exprimé pendant l'étape, pour moi, de l'évolution. Et ça a été nous, les old school, les premiers à faire les premières scènes, les premiers raps, les premiers gros coups de gueule, vraiment, je dirais. Et puis, il y a eu cette 3e étape de révolution du rap mauritanien. C'est-à-dire à partir du moment où le rap a commencé à faire naître une nouvelle génération de rappeurs. Entre 2000 et 2010, le rap mauritanien était dans sa maturité. Il était en train de mûrir plutôt. À partir de 2010, il y a eu une certaine maturité du rap qui a fait qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec, pour moi, un côté tendanciel, parce que l'effet nouvelle technologie. Mais il y a ce rap-là qui a gardé l'essence. Comme dit la Skate Connection, jamais dans la tendance, mais qui est resté toujours dans la bonne direction, qui a accompagné son époque, mais tout en gardant l'essence même du rap, c'est-à-dire la réflexion et aussi ce côté contestataire. Aujourd'hui, le rap mauritanien dit new school, etc., c'est beaucoup de la distraction. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup de, je dirais, de substance. Il est moins subversif? C'est des thèmes moins contestataires? Oui, ça va parler de quoi, par exemple? Aujourd'hui, ça va parler de voitures Bugatti, ça va parler d'amour. Et il faut dire aussi que la nouvelle génération, même si l'ancienne en parlait, la nouvelle génération a beaucoup plus amené des textes beaucoup plus légers et des textes aussi beaucoup plus doux. Parlant par exemple de l'amour, il y a beaucoup de chansons d'amour dans le rap de la nouvelle génération. Personnellement, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je dirais que c'est une évolution logique du rap mauritanien. Après, on reste quand même attentif à ce côté, pas forcément puriste du rap, mais à ce côté réfléchi. Parce que l'une des missions premières, en tout cas, d'un rappeur, à mon sens, c'est ce devoir de responsabilité de s'interposer quand il y a injustice. Sinon, on devient complice. Pour moi, c'est l'essence du rap. Certains définissent le rap comme un discours engagé sur une rythmique. C'est ça la vraie définition, en tout cas, de beaucoup du rap. Juste un pumchak, ça suffit. Parce que le rap lui-même, il est né comme ça. Si on remonte aujourd'hui en 1971, depuis le temps du Get Down, et que on revient sur ce qui se disait, c'était ça l'essence du rap. Un rappeur aujourd'hui, c'est comme les écrivains de l'époque. Nous sommes témoins et, je dirais, sentinelles pour notre temps. Ce qu'il faut pour un rappeur, c'est d'avoir justement cette faculté alerte, cette spontanéité à réagir. En 2004, quand on a fait le collectif 994, ça c'est vraiment la genèse du rap mauritanien. Parce qu'il y avait un groupe de rap qui était l'un des groupes les plus contestataires, c'était Jamin Teki. Si je ne saute pas les anciens, parce qu'avant Jamin Teki, il y a eu B.O.B, il y a eu Slamen Possi. Mais pour revenir au 994, il y avait Jamin Teki. C'est le premier album de rap poulard qui est sorti, Gonga, la vérité. Rien que le concept, ils étaient des avocats du peuple. Ils étaient en robe d'avocat, même sur scène, ils venaient avec des robes d'avocat. Ils plaidaient pour le peuple. Jamin Teki a fait naître tout un tas de groupes de Jamin Teki. Le rap poulard, c'est l'album Gonga de Jamin Teki qui a fait ouf. Il y avait Waraba pour le rap en Wolof, mélangé Hassania, un peu poulard. Waraba était un vrai Mauritanien, comme je dis, parce qu'il essayait de mettre toutes les langues
dans son rap. Et Waraba a fait plein de petits Waraba. C'est un style à part en Mauritanie. Altero, et j'ai une forte pensée pour lui, parce qu'il est en prison actuellement, depuis quelques années d'ailleurs. Altero a fait naître toute une panoplie de jeunes qui chantent à la Altero. Et ça a été une école. Le Wolof, c'était Kouliman, quoi, de la République. C'était plus une influence du rap sénégalais sur Kouliman sur les jeunes Mauritaniens et les jeunes Mauritaniens aussi qui avaient le Sénégal en face. Le Maghreb n'avait aucune influence sur le rap mauritanien. Le rap en français, je l'ai vulgarisé, mais dans une démarche un peu... La francophonie dit le français en partage avec les autres langues. Moi, c'est ce que j'avais adopté dès le départ, avant même qu'on parle de cette histoire. Je rappais en français, mais mon français était polarisé, mes fins de phrases étaient toujours un mot de la langue locale, etc., sans pour autant que ça perturbe un francophone. Et il y a eu ces 4 écoles-là qui ont fait naître une nouvelle génération. J'ai l'impression que tu mentionnes un peu moins le rap en Hassania. Est-ce qu'il a été plus tardif ou... En fait, je n'ai pas mentionné le rap en Hassania, mais on va dire par exemple, le rap en Hassania a ouvert le bal en termes d'albums en Mauritanie. Le premier album de rap en Mauritanie, c'était par un ami, un frère, Papis Kimi, qui rappait lui en Hassania, en anglais, et avec un peu le mélange des autres langues. Et Papis Kimi a fait son premier album, je pense, en 2000, qui s'appelait Mani Zani. Et il y avait une particularité aussi du rap mauritanien, c'est que ces écoles, donc, dans le collectif 994, il n'y avait pas de rappeur hassanien. Par contre, il y avait de l'autre côté Papis Kimi, qui a lancé le rap en Hassania et qui a fait naître aujourd'hui des groupes comme Oulad Le Blad, comme Skype et autres. Après Skype, c'est plus des artistes comme Francoman, frère à Papis Kimi, qui ont fait naître Skype. Et ça s'entend même dans la musique, ça s'entend dans le flow, etc. L'autre chose, c'est que les écoles du rap mauritanien, à un moment, elles ont stagné. Et il fallait quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que la nouvelle génération est arrivée justement avec autotune et tous ces gadgets technologiques qui ont fait que le rap a viré vers l'afro-trap, etc. en suivant la tendance. Pour moi, c'est une trajectoire un peu normale. Et du coup, le festival Assalam Alaikum, il est plutôt bien tombé parce qu'il a donné aussi un tremplin pour pas mal d'artistes de cette génération-là. Moi, je dis, le festival Assalam Alaikum a été... Je suis mal placé en fait pour en parler. J'aurais préféré que des rappeurs parlent du festival Assalam Alaikum. Parce que, en réalité, la scène rap n'était pas visible, ni en Mauritanie, ni à l'international. Tant qu'on était toujours à Nouakchott, on faisait des petites tournées dans les villages, etc. Le festival Assalam Alaikum a mis le rap mauritanien sur la carte, a ouvert une autoroute pour des collaborations avec le monde qui venait déjà au festival Assalam Alaikum. En plus de cela, il a permis à plusieurs artistes de s'exporter. Parce que depuis la 2e édition, c'est-à-dire 2009, jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, le festival Assalam Alaikum a envoyé à l'étranger, dans d'autres festivals, une moyenne, je dirais, de 3 groupes de rap mauritaniens. Okay. Toutes prises en charge par le festival qui les envoie. Et ça, voilà, c'est aux artistes en fait d'en parler, c'est pas à moi de le détailler. Quand on voit un peu cette montée en puissance, on entend souvent quand même les rappeurs se plaindre d'un rapport un peu compliqué avec les autorités lorsqu'il s'agit d'avoir des autorisations par exemple, ou un peu avant l'interview on parlait de la reconnaissance aussi des artistes rappeurs. Pour toi, qu'est-ce que ça dit en fait de la perception du rap et du rapport des autorités avec un art qui arrive quand même à exprimer la parole de beaucoup de sans-voix en fait? Que le rap exprime la voix des sans-voix, ça c'est une chose, c'est même devenu un slogan planétaire, mais il y a une réalité. La réalité c'est qu'il y a d'un côté l'autorité publique qui
est assez frileuse pour donner des autorisations aux rappeurs, etc. Et hypocritement, quand il y a des élections ou quand il y a des manifestations, les premiers qu'on va appeler, c'est des rappeurs. Pourquoi? Parce que je donne l'exemple. Quand le président de la République, et je ne suis pas en train de diffamer, veut faire un meeting populaire au stade, si ce même jour on fait un concert de rap avec une tête d'affiche, il y aura certes des gens qui seraient au meeting, mais il y aura plus de monde au concert de rap. Et ça, le gouvernement l'a compris, que le rap est aujourd'hui la musique la plus consommée en Mauritanie. Partant du stade marginalisé, d'étiqueté de bandits, délinquants, de tous les aspects négatifs en fait qui collaient au rap, ont volé un éclat à partir du moment où les mères de famille ont commencé à écouter du rap dans les cuisines quand elles font à manger. Pourquoi? Parce que simplement, il y a eu une appropriation du rap par le domicile conjugal qui était au départ par pression sociale contre le rap. Ils ont compris que le rap, ce n'est pas forcément ça, que le rap était quelque part, le reflet, on va dire, de leurs propres aspirations. Quand les mamans sont à la maison et qu'ils disent que c'est la galère, parce que le pays est dur, elles voient leurs aspirations à travers des morceaux de rap. Quand on demande plus de services publics, plus de dispensaires, on demande même, tu vois, des choses basiques concernant l'assainissement de la place publique, les marchés, etc. Le rap le dit. Personne d'autre le dit. Lorsqu'on prend la notion de culture hip-hop de manière générale, il n'y a pas que le rap dedans, il y a d'autres choses, il y a le beatbox, il y a le breakdance. J'ai l'impression qu'en Mauritanie, c'est surtout la danse et le rap qui sont développés. Comment t'expliques par exemple que la culture du graffiti, c'est un truc qui n'a pas trop pris en Mauritanie, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où on le retrouve Comment t'expliques qu'il y a certains arts comme ça qui sont rattachés à la culture du hip-hop, alors que la musique rap justement est si populaire que ça n'est pas plus pris que ça? Non, effectivement, la danse hip-hop n'est pas assez développée en Mauritanie. Et d'ailleurs, quand je parlais de danse à l'époque, c'est même pas de la danse hip-hop. C'était de la danse sur des musiques autres que hip-hop à l'époque. C'est par là qu'on a commencé. Je dirais qu'il y avait plus de danse au temps des Khumbel qu'aujourd'hui avec le hip-hop. Cela est explicable de deux manières. La première, c'est par paresse culturelle. Tu vois, il y a une certaine paresse qui est là, qui fait partie justement du quotidien des Mauritaniens, de toujours être là dans l'attente. On est artiste, ce n'est pas un apprentissage de tous les jours. Tu vois, il n'y a pas de passion. C'est-à-dire les gens dansent et se rappellent qu'ils sont danseurs que quand il y a un spectacle à présenter ou quand il y a une opportunité. Alors qu'il ne faut pas être opportuniste. Quand on est artiste, il faut essayer de créer l'opportunité. Il y a des préalables, que ce soit la danse, que ce soit le graffiti, que ce soit le DJing. J'ouvre juste une parenthèse. Avec le festival Assalamu Alaikum, les premiers ateliers de graphe et de DJ en Mauritanie ont été initiés. Il n'y a pas trop d'intérêt et même s'il y a eu un minimum d'intérêt, le suivi, nous ne l'avons pas fait. Je l'avoue. Par contre, cette envie et cette volonté individuelle de pratiquer, elle n'est pas là. Même lorsque nous avons essayé de pousser plus loin le cadre, c'est-à-dire en amenant les formateurs, en faisant les ateliers et en donnant le matériel. Pour le DJ par exemple, parce que c'est la première branche quand même du hip-hop, s'il n'y avait pas de DJ, jamais il y aurait du rap. C'est parti de là. C'est le DJ qui a fait les danseurs, c'est le DJ qui a fait le rappeur et le graphe qui était lui à l'extérieur et qui était complètement marginal s'est retrouvé une voie et a intégré ce mouvement hip-hop. À partir du moment où il y a eu justement beaucoup de militants à l'époque, je dirais, de la Zulu Nation. Beaucoup d'entre eux étaient des graffeurs, par exemple. Dans certains groupes de rap, on retrouvait aussi des graffeurs. Et idem, en Mauritanie, certains se sont prêtés à cet exercice, mais sans jamais trop pratiquer. Si vraiment il y avait une pratique de DJ, parce qu'il y a deux choses. Il y a le métier de DJ et, comment dirais-je, le hobby de mettre des disques. Et beaucoup de ces gens qui mettent les disques dans des contrôleurs s'appellent DJ. Ouais. Et à la base même, on appelait DJ en Mauritanie tous les speakers qui présentaient. Les animateurs, en fait, les maîtres de cérémonie étaient... Les MC, ouais. Voilà, les MC étaient appelés DJ en Mauritanie. DJ Paco, DJ tel, DJ tel. Il n'y a que Mr X qui a refusé cette... Parce que Mr X est quelqu'un qui vient et qui vit hip-hop, il connaît la différence. Bonjour,
Assalamu alaikum Mauritanie. Le Chitari rappé c'est par ici. Informé, éduqué, 5 langues, des nouvelles. Des fois c'est bon, mais des fois ça pue. La vérité par ici n'a pas de prix. Argent sale au cœur des débats dans la Médina. Pour en parler avec nous, nos journalistes. Voici pour vous, mesdames et messieurs, l'affaire Massina. Massina. Scandale au sommet de l'État. Encore de l'argent sale. Celui qui est dans de sales traces, c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui était en place depuis 13 ans. Dans cette histoire de corruption, Massina n'est pas tout blanc. Smith Osman lui aurait versé des pots de vin dans un marché de gré à gré pour l'impression de bulletins de vote qui ont par la suite élu le général. Bienvenue au pays du scandale. Alors le Chitari rappé c'est un contenu donc audiovisuel en ligne qui présente justement un journal d'information mais à travers le rap, un peu à l'image du journal rappé sénégalais. D'ailleurs en 2016 Parce qu'il y a un journal rappé aussi au Sénégal. Voilà, parce que à la base, avant même le journal rappé, il y a un Français qui s'appelle Derka qui faisait une sorte de flash d'infos. Voilà, un peu avec des infos dans un format assez satirique. Ça s'est arrêté et puis tout d'un coup, il y a au Sénégal 2 rappeurs que nous connaissons très bien, Roman et Keiti. L'un ancien du groupe Pifroas, Roman, et l'autre ancien du groupe Rapadio, Keiti, qui ont initié le JTR, journal télévisé rappé. Il y a eu un engouement, un retentissement jusqu'en Mauritanie qui a fait que nous avons eu cette idée et l'idée émanait d'ailleurs de Dakar. C'est-à-dire c'est Dakar qui nous a demandé... Au Sénégal, ça passait à la télé Au Sénégal, ça passait d'abord sur Internet, ensuite à la télé. Et donc, comme les Mauritaniens regardent pas mal la télé sénégalaise. Ah oui, aussi, la majorité des Mauritaniens sont braqués sur la télé sénégalaise. Et naturellement, il y avait une pertinence à le faire en Mauritanie. Sauf que moi, je n'étais pas prêt et j'ai exigé aussi que si on le faisait un jour, il fallait qu'ils viennent en Mauritanie, qu'on fasse un atelier d'initiation, etc. Alors, en 2016, quand on le lançait, il y a eu effectivement cet atelier, donc une collaboration entre JTR et Chitari pour faire le pilote. L'innovation, nous, dans le lancement, ça a été de ne pas se limiter juste à un aspect artistique, mais il y a un aspect aussi, je dirais, rédactionnel. Il y a tout un aspect technique qu'on a mis en place, celui déjà d'éduquer, sensibiliser les journalistes, donc les artistes qui se prêtent à l'exercice de journaliste, à comprendre déjà c'est quoi les enjeux, de se mettre dans la peau d'un journaliste et de dire c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut tout dire. Et donc on a constitué un comité de rédaction, mais formé par des vrais journalistes locaux qui sont venus nous assister. Nous avons contacté un avocat pour sensibiliser sur les questions très essentielles. Droit de divulgation. Voilà, exactement. À la diffamation, toutes ces choses. Voilà, pour expliquer quand même où se trouvait la limite. Au départ, lorsque j'ai voulu lancer le journal, j'avais une idée très précise. C'était un produit artistique, mais qui appartenait à tous les artistes. Donc, comment il fallait procéder? C'est très simple. Nous avons monté un appel à candidature. Il y a eu une trentaine de candidatures d'artistes. Et c'est pas parce qu'on est super bon et qu'on est super connu que ça pourrait marcher. Il fallait faire un casting pour voir comment on se prête devant la caméra, etc. Donc, il y a eu ces castings-là. Et sur ce, on a fait une sélection finale de 11 jeunes artistes qui ont participé au numéro pilote en atelier avec les gens du JTR. Donc il y a une formation des artistes, mais il y a une formation de l'équipe aussi de réalisation. Parce que l'équipe de réalisation que nous avions, elle faisait que du clip, des interviews. C'est pas le même exercice. Voilà, c'est pas le même exercice. Il y avait une façon de traiter le son, il y avait une façon de composer la musique, puisque c'était pas ça qui primait, c'est plus l'information qui primait. C'était une très belle aventure, ça a très très bien marché, en tout cas au lancement. Déjà, est-ce que tu peux juste expliquer le mot Chitari pour les gens qui ne connaissent pas? Chitari est un jeu de mots. Chitari. Chi, ça veut dire quelque chose. Tari, ça veut dire nouveau. C'est aussi une expression quotidienne de tous
est, je dirais, une expression universelle en Mauritanie. Que tu sois mauritanien, pas mauritanien, arabophone, francophone ou anglophone ou poularophone, tout le monde se dit, dès qu'on se croise, c'est Shtari, quoi de neuf. Donc il y a l'expression quoi de neuf et il y avait aussi étymologiquement le c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Et Chitari Rappé, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau en Mauritanie. Au Sénégal, le journal Rappé, il se fait en quelle langue? En Wolof et en français. Alors qu'en Mauritanie, le Chitari se faisait et il se fait toujours. D'ailleurs, il y a une évolution. Il se faisait donc en français, en Pulaar, en Wolof, en Hassania et en Soninké. Il y avait déjà 5 langues. Je pense que le débat aujourd'hui de l'unité nationale en Mauritanie, je vais le formuler comme ça, son seul allié ou son meilleur allié, ce serait le rap mauritanien. Parce que dans le rap mauritanien, même s'il y a ce communautarisme linguistique, le rap pulaar est surreprésenté en Mauritanie, je dirais. Et dans le rap hassanophone, il a pris beaucoup de force avec Oulad Le Blad depuis qu'ils ont retourné leur veste et se sont mis à clasher Aziz. C'est un groupe que je respecte pour ce qu'ils ont apporté au rap mauritanien. Après leur choix politique, c'est le leur. Ils ont influencé beaucoup de jeunes, jusqu'à influencer des jeunes d'autres communautés, des Pulaars, à rapper en Hassania. Ça, on le retrouve beaucoup. Il y a beaucoup, par exemple, de gens issus d'autres communautés qui sont Pulaars, mais qui rappent en Hassania et pas en Pulaar, forcément. Pour moi, le rap mauritanien a sa part, je dirais, de responsabilité dans la construction de la cohésion sociale. Right away. I tell you, me say, Yamane wani manek barenga, pare school ni gimbir milenen la. Yamane wani bagel buwerla, ni na kogam na koham, luor la mahani, lana la sopi bani, yal buma bani minde mi famani, tamani, aduna tegulani, analinge utigali gan bagel bi, kai, yal buldem bama yo kai, bagayo bale. On arrive au terme de ce premier volet de podcast sur le rap en Mauritanie. On remercie Alassane Thiam et Khan Limam Monza pour le temps qu'ils nous ont consacré et pour leurs premiers éclaircissements sur la naissance et les évolutions de ce style musical contestataire et populaire en République islamique de Mauritanie, un pays que l'on résume bien souvent de façon un peu caricaturale à sa culture nomade. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le deuxième épisode où l'on récoltera les témoignages de 2 autres artistes et en attendant, on termine en musique avec ce morceau intitulé Kai du rappeur mauritanien Sipi. Bonne écoute et gardons nos lanternes allumées. Bagayo balema kai kai kai, yal buldem bamayo kai. Bagayo balema fanga jam kai, yal buldem bamayo kai. Bagayo balema kai kai kai, yal buldem bamayo kai. Bagayo balema fanga jam. Munu magam ni baby jinga dem ba soppi sa jikko ni. Munu magam ni mbëggeel bi ngay woote dinko ma sa weddi baby dalu sil bu wéré bu ñu may noonu lu ñu réwé. Munu magam ni fii la jeexee fa ñu ko waroon na tàmbale. Munu ma science sama àdduna ta duma la ci boole. ñi ma daan ne naa la ba tey lu ma leen di xoole. Gëm la mu ni fàlle wa sàkket lépp li nga waxoon yëpp wàkkee topp si jëf café de siket jaay ma vrai de yëfu disket. Kaay yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma fa nga jam kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma fa nga jam. Suma la bëggul woon dina ma jaaxal. Suma la xamul woon dina la xaar. Mag yow du ay jaar jaar, diggante bi dara waru fi jaar. Yaa ma ganal ay milliard, du ne ni bëgguma ka sama loof lay misaal. Kaay yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma fa nga jam kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma fa nga jam kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma fa nga jam kaay. Yal bul dem ba ma yow kaay ba nga yóbbaale ma kaay kaay kaay.